Vous pouvez démarrer, monsieur. Chers amis, bonsoir. Bienvenue pour ce webinaire consacré à nouveau aux éoliennes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous prend au VMF après avoir le 10 mars fait une formation avec nos amis de la demeure historique consacrée à ce sujet, vous y revenez déjà? Eh bien, ce que nous avons fait le 10 mars, c'était une formation destinée à aider tous ceux qui étaient amenés à lutter contre des implantations détestables à la porte de chez eux. Voilà, c'était une formation très pratique. Mais au VMF, nous sommes une association qui défend une vision large du patrimoine bâti, du patrimoine paysager, du grand patrimoine, du patrimoine de proximité. Eh bien, ce monde-là, ce monde du patrimoine, est particulièrement visé par la maladie, si on peut dire, du moment. Ce n'est pas le Covid. Le Covid cache bien d'autres choses. La maladie de ce vol de sauterelles, littéralement, que sont les éoliennes à travers notre territoire. Et donc, l'objectif de ce webinaire de ce soir, c'est de comprendre ce qui se passe. Pour être ce que nous sommes tous, des citoyens engagés, il faut comprendre avant d'agir. Eh bien, c'est l'objectif de ce webinaire, comprendre ce qui se passe, pourquoi et comment est-on en train de détruire l'environnement en prétendant le sauver, comment peut-on prêter la main à un tel scandale financier. Le scandale de Panama, c'est peu de choses à côté. Donc voilà, pour pouvoir, et je tiens à dire aussi que nous sommes amenés à prendre cette position parce que des dizaines de personnes, chaque semaine, nous appellent au secours. J'ai reçu il y a quelques instants un message de notre délégué, François de la Harry, de la Loire-Atlantique, qui me disait, mais quelle catastrophe absolue. Nous avons déjà plusieurs centaines d'éoliennes qui sont installées et on nous en annonce encore plus. Nous ne voyons pas finir ce fléau. Donc, il y a des appels au secours partout. C'est tout d'ailleurs le monde rural qui est particulièrement visé par ce fléau. Alors, nous avons décidé de faire appel à deux personnalités qui sont très informées et qui ont beaucoup travaillé la question. La première d'entre elles, c'est Fabien Bouglet, qui est lui-même porte-parole du réseau Ulysse. Je l'ai connu dans l'Orne, où il s'était, mon département, entre parenthèses, où il s'était illustré en combattant avec farouchement les prises illégales d'intérêt par un certain nombre d'élus. Moi qui suis maire, je peux dire que je l'ai observé avec attention. Et depuis, cette affaire a fait beaucoup de bruit. Alors donc, Fabrice est l'animateur, le porte-parole du réseau Ulysse, qui est un réseau national anti-éolien, et il vient de sortir un livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique. Et c'est cette face noire, notamment par rapport à l'environnement, qu'il nous détaillera en détail, si on peut dire, dans quelques instants. Et puis, Jean-Louis Buttré est le fondateur et le président de la Fédération Environnement Durable, qui, dans le monde associatif, est vraiment notre vigie, on peut dire, dans le domaine de l'éolien. Et lui-même a d'ailleurs sorti un livre il y a quelques années qui s'appelait Éolien, une catastrophe silencieuse, on peut vraiment le dire, mais sauf que nous essayons de ne plus la rendre silencieuse, et son objectif va être de décortiquer le scandale financier. Encore une fois, Panama à côté, c'est peu de choses. Donc nous allons nous régaler et je l'espère, nous nous retrouvons tout à l'heure plus éclairés que nous ne l'étions quand nous aurons commencé ce séminaire. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir. Un grand merci à Philippe Toussaint de son invitation pour m'exprimer sur le sujet des éoliennes. Et puis, un grand bravo à l'équipe des Vieilles Maisons Françaises qui a fait un travail formidable pour organiser ces webinaires avec une grande qualité de service. Alors, moi, je me présente rapidement. Je n'étais pas destiné à m'occuper d'éoliennes jusqu'à présent, puisque
Je travaille dans le marché de l'art international. J'accompagne des personnes qui veulent vendre des œuvres d'art et j'avais acheté un petit logis du 17e en Normandie, dans l'Orne, dans le même département que Philippe Toussaint. Et puis, j'avais de la chance, j'avais eu le label de la Fondation du patrimoine, j'étais en train de faire les clous et le couvert, enfin, ce que vous connaissez tous, vous, en tant qu'amoureux du patrimoine et restaurateur de vieilles demeures. Et puis, un jour, j'ai découvert de manière inopinée le fait qu'il allait y avoir un projet d'éoliennes, de 13 éoliennes autour de chez moi, qui n'a pas vu le jour, puisque j'ai réussi à gagner après un combat rude, mais qui a permis à ce que le préfet annule donc ce projet. Puis ensuite, j'ai dévoilé les prises illégales d'intérêt, le fait que des élus soient intéressés dans les décisions. On avait constaté que les éoliennes étaient installées sur les terres d'élus. Et c'est comme ça que progressivement, eh bien, j'ai acquis cette compétence de lutte contre la corruption dans l'éolien, ce qui m'a amené également à dénoncer le tarif de rachat à 180 € le mégawattheure, on y reviendra tout à l'heure, pour les éoliennes en mer, notamment pour les éoliennes entre l'Île-d'Yeu et Noirmoutier, et dévoiler le scandale de 40 milliards d'euros de subventions pour les 6 centrales éoliennes en mer entre le Tréport et l'Île-d'Yeu. Et puis tout ça, toute cette compétence, presque 12 ans de combat sur le sujet, a fait que j'ai sorti ce livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique, où en plusieurs pages, avec 500 documentations, 500 éléments documentaires pour donner à vous tous, les combattants du patrimoine, les éléments de compréhension sur le sujet des éoliennes et pourquoi les éoliennes étaient une imposture. Alors, et je vais demander à ce qu'on passe le premier slide, lorsque on parle des éoliennes, nos amis de Greenpeace nous disent les éoliennes, ce sont des bouquets de fleurs pour appeler à la transition énergétique. On imagine Greta Thunberg avec une petite marguerite ou un tournesol dans ses cheveux en nous expliquant que pour sauver la planète, eh bien, il faut mettre des éoliennes partout. Et comme vous pouvez le constater, puisque vous êtes vous-même alerté par ces implantations massives, les éoliennes sont loin de constituer ces jolies fleurs dans nos paysages. Il faut le rappeler que les éoliennes aujourd'hui font entre 100 et 240 mètres de haut, c'est-à-dire que les plus grandes éoliennes terrestres aujourd'hui sont de 240 mètres de haut. J'étais en Bourgogne récemment, il y a un projet dans des forêts d'éoliennes de 240 mètres de haut. Pour les éoliennes en mer, les éoliennes les plus importantes, c'est 300 mètres de haut. Et ce qui est important de savoir, c'est que donc on n'est pas dans des bouquets de fleurs, on est plutôt dans de jolis monstres d'acier et de fibres de carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éoliennes sont composées de 4 éléments principaux qui sont loin d'être écologiques. Le premier, c'est le socle en béton. C'est un socle en béton, slide suivante s'il vous plaît, qui est donc constitué avec 50 tonnes de ferraille, comme vous pouvez le voir à l'instant. Donc ça, c'est l'ossature qui va faire en sorte que le ciment se compacte. Et donc, le ciment qui va être ajouté va faire à peu près entre 1000 et 1500 tonnes de béton. Image suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on a là le socle de béton. Donc, il faut savoir qu'à chaque éolienne, il y a un socle de béton qui va être implanté. Et dans le cadre du repowering, c'est-à-dire la réinstallation d'éoliennes au même endroit, c'est lorsque les éoliennes en fin de vie sont réinstallées, eh bien, les promoteurs éoliens ne pourront pas utiliser ce socle en béton parce que l'éolienne sera de plus grande puissance et donc ils font le socle en béton à côté. En plus, vous constaterez sur cette image que l'obligation légale dans le démantèlement, là Jean-Louis Butré en parlera tout à l'heure, en particulier, oblige les promoteurs éoliens à raboter du sol à hauteur d'1 mètre. Alors, ils ont trouvé la technique, les promoteurs encaissent le socle en béton d'1 mètre par rapport au niveau du sol. Ça, c'est le premier élément d'une constitution d'une éolienne. Je ne parlerai pas du mât d'éolien, qui est, lui, recyclable, c'est principalement en ferraille, mais je parlerai plutôt de la question des nacelles d'éoliennes. Les nacelles d'éoliennes, c'est l'endroit où on va transformer le vent en électricité, c'est-à-dire que c'est là où vous avez le rotor,
Et pour le rotor, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit utiliser des terres rares. Des terres rares, ce sont des métaux rares, on dit aussi métaux rares, qui sont absolument épouvantables pour l'environnement. Et vous avez dû entendre parler de ces questions avec un livre de Guillaume Pitron, qui a fait aussi un documentaire sur Arte et qui a dévoilé la face obscure des terres rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les éoliennes marines, par exemple, il y a au minimum 1 tonne de terres rares. Et dans les éoliennes terrestres, dans les derniers modèles, et notamment dans les modèles Vestas et Siemens Gamesa, qui sont les 2 fabricants d'éoliennes, vous avez la présence de terres rares de manière assez systématique, surtout dans les derniers modèles. Alors, les terres rares, ce sont des métaux rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que les terres rares sont récupérées en Afrique dans des mines à ciel ouvert. À Baotou en particulier, il faut savoir que la Chine est aujourd'hui leader mondial de l'extraction de terres rares. Et ça se fait dans des conditions épouvantables parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire les terres rares, on va charrier des tonnes et des tonnes de terre et on va les passer à une dizaine de bains à l'acide sulfurique et oxalique. Et donc, il y a une dizaine de bains avec ces acides et ça libère de la radioactivité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à Baotou, s'il vous plaît, slide, à Baotou, voilà, vous avez l'usine de terres rares de Baotou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, lorsque les terres rares sont lavées, eh bien, vous avez devant cette usine de terres rares à Baotou, vous avez le lac toxique qui comprend tout l'acide sulfurique, toutes ce qu'on peut avoir comme déchets de l'extraction de terres rares. Et il faut savoir qu'il y a une radioactivité, puisque quand vous concentrez la matière, eh bien, vous concentrez la radioactivité, et il a été mesuré à Baotou des radioactivités 2 fois supérieures à celles de la radioactivité de Tchernobyl. Image suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc vous avez là le rejet d'évacuation, enfin le tuyau un des tuyaux d'évacuation de lacs toxiques et de boues toxiques issus des terres rares à Baotou. Et image suivante, vous allez voir les conditions de travail épouvantables. Là, une autre image du lac toxique. Alors, ce sont des sources vérifiées, toujours, puisque j'ai à cœur, dans le cadre de mon livre, où je traite de ces questions-là, d'avoir vraiment les sources documentaires pour vraiment appuyer ce que je dis, et puis surtout pour vous donner les éléments lorsque vous êtes confronté à des promoteurs éoliens ou à des élus favorables à l'éolien, pour que vous ayez bien tous ces éléments en tête et que vous puissiez leur répondre avec des éléments chiffrés et documentés. L'image suivante, voilà, ça c'est un ouvrier, comment dire, d'une usine de terres rares avec l'acide sulfurique devant. Image suivante, voilà, et un dernier ouvrier. Donc, ces images ont été prises par Véronique de Vigry, qui est photographe, et qui a su et qui a réussi à les prendre dans des conditions effectivement de quasi secret, et c'est tout à fait intéressant. L'autre élément non écologique des éoliennes, ce sont les pales d'éoliennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pales d'éoliennes sont réalisées en fibres de carbone, et il faut savoir que les fibres de carbone ne sont pas recyclables, tout simplement. D'ailleurs, Vestas a évoqué depuis quelque temps qu'ils auraient trouvé une solution sur le recyclage des pales d'éoliennes d'ici 2040. Les spécialistes, les experts de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande, ont établi que si on brûlait les fibres de carbone, ça créerait des fumées cancérigènes identiques au cancer qui donnerait le cancer identique au cancer de l'amiante. Donc, vous voyez, des conditions assez déplorables. Alors, la seule solution qu'ont trouvé les promoteurs éoliens, image suivante, c'est de enterrer ces éoliennes, ces pales d'éoliennes. Et ce qui est très intéressant, là c'est à Casper, c'est une décharge d'éoliennes. Et quand j'avais sorti mon livre, on n'avait pas encore de photos de décharge d'éoliennes. Et depuis, on savait, j'avais dévoilé cette question-là dans ce chapitre 1, et il y avait justement, on n'avait pas encore des sources. Et là, on a ces photos, image suivante, et notamment Reuters, qui a fait un documentaire et un article en février 2020
de eau, et on la retrouve d'ailleurs régulièrement sur Internet depuis lors. Donc, vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres de carbone sont définitivement enterrées. On nous parle d'éléments vertueux, mais on le voit, on est très, très loin du compte. La particularité et l'autre aspect, ça c'est le premier aspect, ça c'est la constitution des éoliennes, c'est-à-dire comment l'éolienne est constituée et en fait n'est pas une jolie fleur dans le paysage comme nous dit Greenpeace. Et après, il y a le second effet écologique, c'est la question de l'intermittence des éoliennes. Il sera, loisible à chacun de voir qu'une éolienne ne fonctionne pas toujours. Quand on va dans la campagne, eh bien, on a des éoliennes qui sont arrêtées, soit par faute de vent, ou alors, de l'autre côté, soit par un excès de vent. C'est-à-dire qu'on est obligé d'arrêter les éoliennes quand elles fonctionnent trop vite. Donc, c'est le paradoxe, c'est que les éoliennes ne fonctionnent pas tout le temps. Et pour déterminer la notion d'intermittence et de rentabilité des éoliennes, on le fait par ce qu'on appelle le facteur de charge. Alors, le facteur de charge, c'est très simple. C'est ce qu'a produit une éolienne par rapport à sa capacité maximale de production en une année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres d'RTE, en 2020, le facteur de charge des éoliennes, il est de 24,2%, c'est-à-dire que, image suivante, eh bien image suivante, alors ça c'est les éoliennes, voilà, pour réaliser la production d'une éolienne, il faut faire fonctionner 4 éoliennes. La productivité d'une éolienne n'est que de 24% du temps. Et c'est absolument incroyable. Pour une centrale nucléaire, le facteur de charge est de l'ordre de 70 à 80% en fonction des années. Pour compenser cette absence d'électricité, eh bien, l'EDF est obligé de faire fonctionner un autre réseau électrique parce que vous ne pouvez pas, pour des raisons de praticité de l'électricité, avoir un réseau électrique sans électricité. Et une centrale nucléaire n'est pas pilotable à la demande. Et donc, eh bien, contradictoirement, en backup, ils appellent ça un backup, c'est-à-dire un support, une usine électrique en support, eh bien, la France, lorsque les éoliennes ne produisent pas d'électricité, c'est-à-dire dans 75% de leur temps de production, eh bien, les éoliennes sont compensées par des usines thermiques au gaz, au pétrole et au charbon, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, RTE, dans son documentation de 2019, a précisé, et c'est là tout le paradoxe, que la baisse de la production électrique par le nucléaire et la baisse de la production électrique par l'hydraulique a conduit à une augmentation de l'utilisation d'énergie fossile à hauteur de 10% dans cette période-là. Donc, on le voit, le paradoxe, c'est que plus on installe d'éoliennes, plus on est obligé d'utiliser des sources d'électricité à énergie fossile. Et d'ailleurs, EDF, cette année, vous vous souvenez, en décembre 2020, on a eu un risque de blackout, c'est-à-dire de coupure d'électricité. Eh bien, EDF a été, j'en ris, mais c'est quand même incroyable, a été, compte tenu de ce blackout possible, obligé de réouvrir des usines au charbon qui émettent énormément de gaz à effet de serre, environ 1000 grammes de CO2 par. On le voit, on est dans un paradoxe incroyable, c'est que plus on utilise d'éoliennes, plus on émet de gaz à effet de serre, là même où justement l'éolienne était faite pour lutter contre les émissions de CO2. D'ailleurs, si on prend Electricity Map, qui est un site internet qui nous donne l'état des lieux des émissions de carbone en fonction de la production d'électricité, on voit que la France est en vert, un joli vert, tout à fait écologique, puisque la France, avec ses usines hydroélectriques et électronucléaires, produit 70% de son électricité décarbonée. Et vous prenez l'Irlande et vous verrez que l'Irlande est marron. Et quand vous regardez, et vous pouvez cliquer avec la source d'électricité, et là, vous voyez que l'Irlande produit à peu près 50% de son électricité avec des éoliennes et 40% avec le charbon.
voyez, c'est incroyable, ou même l'Allemagne. On peut prendre l'Allemagne. L'Allemagne est dans la même situation puisque elle produit son électricité à hauteur de 30% avec des éoliennes et à hauteur de 30% avec du charbon, ça dépend évidemment des années et du moment, et pour autant produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. On le voit, c'est un incroyable paradoxe, et c'est l'Allemagne qui nous demande et qui nous incite et qui nous dit qu'il faut suivre son modèle. Vous voyez, c'est là l'incroyable imposture. Alors, tout ça est déjà édifiant et ça l'est d'autant plus que le problème, c'est que les éoliennes, par leur fonctionnement, produisent des infrasons. Et ces infrasons, ce sont des sons qui ne sont pas audibles. Des médecins allemands et des spécialistes biologistes allemands ont précisé dans des livres que les infrasons se diffusaient jusqu'à 20 km du lieu de production. Eh bien, ils ne sont pas audibles, mais en revanche, ils ont d'énormes conséquences sur la santé humaine et sur la santé des animaux. Sur la santé humaine, d'abord, avec le syndrome éolien qui a été reconnu dans le monde entier, avec en Allemagne, en Australie, au Canada, des études scientifiques qui ont montré des problèmes d'équilibre, des acouphènes, des problèmes de cancer même, parce qu'il y a des modifications biologiques. Donc, toutes les personnes vivant à proximité des éoliennes sont en risque. Et puis, les éoliennes, avec leurs infrasons, produisent aussi des problèmes sur la santé animale. On l'a vu avec, alors même si ça n'est pas encore prouvé, mais en tout cas, il y a les 400 vaches qui sont mortes à Nozay, par exemple, ou les problèmes des cétacés qui meurent en grand nombre par des échouages massifs parce que les éoliennes avec les infrasons, qui alors eux sont diffusés à hauteur de 50 km dans les milieux marins, perturbent leur sonar et conduisent à des échouages. Je ne parle pas des oiseaux qui sont déchiquetés avec, il y a actuellement une vidéo qui montre un aigle déchiqueté avec, sur un site qui s'appelle Chasse Passion, je crois, et qui montre bien le saccage du monde animal. Il y a eu une étude de Seabird, qui est une ONG spécialisée dans la lutte contre pour la préservation des oiseaux, donc Seabird de l'île de Man, qui a prouvé, qui a décompté qu'il y avait une perte des oiseaux depuis l'installation d'éoliennes au large de l'île de Man de 75% à 50% des espèces, avec parfois des espèces protégées avec des risques d'extinction définitive. Donc, on le voit, un saccage énorme, également un saccage des chauves-souris qui sont broyées, et pourtant les souris sont essentielles pour la biodiversité, pour la pollinisation également, et joue un rôle d'insecticide naturel. On voit, on est dans une situation où ce totem de l'écologie, celui dont on prétend que ce sont des jolies fleurs, sont en réalité des outils polluants, des outils qui détruisent le cadre de vie de nos concitoyens et qui détruisent la biodiversité et, je dirais, nos paysages, notre environnement. Vous le vivez tous. Dès qu'on voit ces monstres qui font 150 à 200 mètres de haut dans la campagne, il y a un différentiel tellement important entre les paysages, la beauté des paysages et le gigantisme de ces mâts. Alors, vous allez me dire, alors, on a des éoliennes qui sont polluantes dans leur fabrication, des éoliennes qui conduisent à l'émission de gaz à effet de serre au moment où elles ne tournent pas, des éoliennes qui ont des impacts considérables pour la santé humaine, pour le monde animal, qui connaît de nombreuses pertes. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui fait? Eh bien, tout simplement, c'est que les éoliennes, derrière, c'est une grosse opération financière. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, image suivante et image suivante. Voilà. Voilà ce qui se passe en termes de tarifs de rachat des éoliennes, de l'électricité éolienne. Sur Terre, on est à un minimum de 83 € le mégawattheure, prix garanti
sur 15 ans minimum. En mer, les éoliennes en mer, les 6 centrales éoliennes en mer, et je reviens de Saint-Brieuc où j'étais lundi pour soutenir les pêcheurs, le tarif de rachat, raccordement compris, est à 180 € le mégawattheure. Le prix habituel est de 39 €. Il était le prix spot en 2019, donc c'est le prix de marché. C'est la moyenne cumulée en 2019. Le prix de marché était de 39 €. Ça signifie, et alors le prix de marché en 2020, il était de 32 €. Ça signifie que la différence entre le prix spot habituel et les subventions de l'éolien en mer et les subventions de l'éolien sur terre, ce sont des subventions payées par le contribuable. Payées par le contribuable dans le cadre du compte d'affectation spéciale, ça s'appelle le CAS, on peut dire plutôt le CAS du siècle, qui cumule, et toutes ces subventions cumulées passent de 100 à 150 milliards d'euros, selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie, de la Cour des comptes et de l'Assemblée nationale. À ceci doit s'ajouter les 100 milliards d'euros que vient d'annoncer RTE pour changer le réseau électrique national et qui conduit à une modification en profondeur de notre réseau électrique avec des lignes à haute tension qui sont enterrées dans les sous-sols et une augmentation encore de l'électricité sur nos factures puisque ces 100 milliards d'euros seront financés par le TURP, une nouvelle turpitude, c'est la taxe de raccordement. Alors tout ça, quand on voit ce tel niveau d'argent, on comprend mieux pourquoi les promoteurs éoliens, quand on voit les effets néfastes, quand on voit les enjeux financiers et l'argent que ça leur rapporte, eh bien, conduisent à un niveau corruptionnel absolument considérable. En Italie, en Espagne, deux grandes affaires avec la Muela, dans le village de la Muela, la mairesse qui a été condamnée à 17 années de prison, 100 millions d'euros d'amende, des affaires de corruption que l'on retrouve dans différents pays, au Canada également, aux États-Unis, on en retrouve en Italie, est accompagnée effectivement de prises illégales d'intérêt. Là, la différence, c'est que ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux élus, c'est tout simplement qu'on installe les éoliennes sur les terres d'élus. C'est la prise illégale d'intérêt. Et lorsque l'élu a une éolienne sur ses terres et qu'il vote et délibère, eh bien, il est en situation de prise illégale d'intérêt. J'étais en relation pendant des années avec le service central de prévention de la corruption qui, pendant 4 ans, a soutenu nos plaintes. Et il y en avait à peu près 250 plaintes. Les promoteurs éoliens ont envoyé un courrier à l'Assemblée nationale pour faire changer le délit de prise illégale d'intérêt en vertu de l'application de la loi pénale la plus douce. Nous avons réussi à empêcher cette modification au dernier moment, mais je vous tiens dans le mille, le service central de prévention de la corruption, après avoir émis un rapport en 2014 sur le caractère massif des prises illégales d'intérêt, a été dissous par Hollande avant son départ. Voilà où on en est. On est aujourd'hui dans une industrie polluante qui n'est pas nécessaire à notre pays, qui est déjà souveraine électriquement et qui fait l'objet d'une corruption massive avec des manipulations politiques considérables. C'est pour ça que je vous incite à vous battre sur vos territoires. Tout cela est une injustice. Nous devons ne rien lâcher pour la préservation de notre environnement. Et je vous souhaite à tous bon courage dans cette lutte pour ceux qui sont concernés. Et je serai amené à répondre à vos questions à l'issue de l'intervention de mon ami Jean-Louis Buttré, qui interviendra après mon topo. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre présence. Merci Fabien. Je pense que vous avez dû avoir des vibrations en écoutant littéralement ce qu'a dit Fabien, qui n'est qu'une version calme et posée d'une réalité qui, quand on est face à elle sur le terrain, je peux vous dire, vous fait dresser les cheveux sur la tête. Voilà. Alors maintenant, c'est à Jean-Louis Buttré
d'enchaîner parce qu'on a vu maintenant le mécanisme qui conduit à cette espèce de prolifération, mais où en est-elle l'épidémie? Voilà la grande question, Fabien, où en est-elle? Et que peut-on faire dans ce contexte? Oui, ben écoutez, bonjour à tous, hein, et d'abord, tous mes remerciements à Philippe Toussaint et toute l'équipe des VMF qui fait un travail absolument remarquable. Après là, évidemment, le brillant exposé de Fabien, je vais essayer d'apporter simplement quelques compléments. D'abord, vous voyez tous pousser des éoliennes dans toutes les régions pratiquement maintenant, et où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va? C'est finalement la question qu'on peut se poser. Il y a actuellement 9000 éoliennes qui sont donc installées sur le territoire français. Elles sont regroupées en 1400 parcs, un petit peu plus de 1400 parcs. Ça veut dire que ce n'est pas 1400 communes, puisqu'il y a des endroits où plusieurs communes sont touchées. Donc, vous voyez déjà un nombre de communes relativement conséquent. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça impacte finalement? Pourquoi les gens sont concernés? Alors, comme l'a dit Fabien, une éolienne maintenant peut atteindre 240 mètres de haut, mais aujourd'hui, la moyenne, c'est plutôt 180 mètres. Alors, imaginez une maison, et puis vous vous dites, une maison, l'éolienne est à 500 mètres, 1000 mètres, 2 kilomètres. Donc, quelle est la surface impactée? Si on fait ce total, donc déjà en prenant tout bêtement 1000 mètres, on s'aperçoit qu'avec ces 1400 parcs, il y a 1,8 million d'hectares de la France qui sont directement touchés. Qu'est-ce que ça fait comme surface? C'est de l'ordre de 3% du territoire. Le programme actuel du gouvernement et de Macron en particulier, qui après avoir hésité, c'est de doubler ce nombre pour des questions du reste électoral, hein. Ça n'a rien à voir avec l'économie ou les autres considérations écologiques, parce que ça fait gagner des voix des Verts. Donc, on va vers le doublement. Donc, c'est quand même de l'ordre de 6% du territoire à 1000 mètres qui va être atteint. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que, faites le calcul, quand on parle de 1000 mètres, si on veut penser à un rayon de 2000 mètres, il faut multiplier par 4, hein, c'est au carré. Donc, on arrive à des surfaces d'emprise de ces parcs éoliens, de ces machines, absolument catastrophiques pour la France. C'est certainement la plus grande modification paysagère et patrimoniale de la France. Alors, je vous dis ça parce que la première question qu'on se pose quand on est touché, c'est bien sûr, est-ce que ça dévalorise les biens des gens? Et depuis des années, donc je suis président de la Fédération Environnement Durable, et on essaie de prouver qu'il y a vraiment une atteinte aux biens des particuliers. Et on a tout essayé, j'avoue honnêtement, par, disons, la voie législative, à chaque fois, le lobby éolien qui est complètement incrusté dans l'État. Quand vous parlez à l'État actuellement, vous parlez aux promoteurs éoliens. Les promoteurs éoliens sont rentrés à travers l'Agence de maîtrise énergie, ensuite au ministère de l'Environnement. Ils règnent complètement, c'est eux qui font les lois. Donc, on peut se poser la question quand même, pourquoi tout ça, etc. Et comment prouver? Et finalement, c'est la vice-présidente de la FED qui s'appelle Bernadette Kars, qui elle-même est confrontée depuis des années à un parc éolien, des éoliennes qui sont à 700 mètres de chez elle, qui a trouvé l'astuce. Elle a demandé une baisse de sa taxe foncière au service des impôts. Et bien sûr, après des discussions, etc., comme ça n'allait pas, elle a déposé plainte en tant que particulière devant le tribunal de Nantes pour dire non, etc. Il y a bien une baisse de la taxe foncière. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en décembre, le tribunal de Nantes a considéré en effet qu'il fallait faire baisser sa taxe foncière. Et plutôt que de le dire, avec donc Bernadette, on a décidé de se taire le temps que les opposants, c'est-à-dire le gouvernement et les promoteurs surtout, hein, fassent appel. Et 4 mois après, le jugement est définitif et le tribunal de Nantes a acté le fait qu'il y avait en effet une baisse foncière et qu'on peut demander une baisse de sa taxe foncière. Alors, ça a l'air absolument anodin. En réalité, non, parce que
ça veut dire que ça prouve qu'il y a une atteinte au patrimoine, c'est pour ça que je le dis ici. Ça prouve que beaucoup de gens peuvent bien sûr demander, mais ça veut dire aussi que tous les mensonges qu'on entend depuis des années, on peut aussi se poser des questions sur comment ont-ils réussi à mentir à ce point. Donc, la Fédération Environnement Durable ne va pas hésiter à les attaquer, et actuellement, il y a déjà des gens qui demandent des baisses de leurs taxes foncières. On fera savoir le plus largement possible. Aujourd'hui, la FED, donc Fédération Environnement Durable que je préside, comprend 1700 associations de toutes les régions de France. Tous les jours, nous avons des appels au secours. Et donc, je vous dirai un petit peu ensuite comment on peut lutter contre les éoliennes. Mais avant, je voudrais vous montrer vers où on va. Je vous ai dit 9000 éoliennes. Donc, si vous pouvez mettre la slide suivante, c'est un exemple. On pourrait prendre beaucoup de régions. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Juste la suivante. Voilà, c'est celle et la suivante. Voilà. J'ai pris la région Aquitaine. On aurait pu prendre les Hauts-de-France, c'est absolument terrible, ou la Bourgogne, où on voit entre Chablis et Tonnerre, c'est un vrai massacre. J'ai pris la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est intéressant. Vous avez, vous voyez, une concentration des éoliennes en Nouvelle-Aquitaine, il y en a à peu près 500, et vous avez des endroits, je vais vous en montrer un dans le détail comment ça se passe, où vraiment c'est l'envahissement complet. Actuellement, pourquoi le sud de Aquitaine est moins touché? Parce qu'il y a des associations très puissantes dès le début qui se sont constituées, et il y a eu notamment 156 associations avec communiqué de presse qui ont réussi pour l'instant à essayer de bloquer autour de Bordeaux l'envahissement des éoliennes. Malheureusement, j'allais dire, compte tenu des instructions du gouvernement ou de Madame Pompili et de ses acolytes, c'est aussi maintenant complètement envahir le sud aussi de la région de Sud-Aquitaine. Alors, passez-moi s'il vous plaît la slide suivante. Voilà ce qui se passe dans un rayon absolument limité de 15 à 20 km, 18 km exactement, dans une région où j'ai une association qui a été créée du reste il y a fort longtemps, qui s'appelle Vent du Bocage, et où nous avons actuellement un envahissement complet de cette région par des dizaines de promoteurs. Et si vous voyez donc ce schéma de loin, vous voyez qu'actuellement, il y a 20 projets ou éoliennes parcs construits ou en construction. Et hier, on en a trouvé 2 nouveaux. Pourquoi? Parce que c'est une horde. Il y a déjà 10 promoteurs installés, mais il y en a au moins autant qui sont et essaient de convaincre les maires de ces communes. Et les maires de ces communes, c'est la région du pays mélusin, c'est-à-dire des régions qui s'appellent les Lusignan, Rouillé, Bénassay, Lavosso, Les Forges, etc., Saint-Sauvant et la Chapelle-Montreuil, la vallée de la Boivre. Et c'était des coins magnifiques puisque c'est l'ancien Gâtine-Bocage, qui a été du reste très, très dénaturé par les remembrements il y a fort longtemps, mais actuellement qui est envahi par les éoliennes. Il y aura plus d'éoliennes que de plants de maïs, hein. Donc, il faut se battre et actuellement, il y a 10 associations, rien que dans cette zone, 8 associations, qui sont en train de se coaliser pour essayer de bloquer. Un exemple absolument hallucinant, vous avez un village qui s'appelle Saint-Germier, qui est en réalité côté des Deux-Sèvres, mais en haut. Et ce village de Saint-Germier a déjà un parc éolien, donc il a donné. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des nuisances, c'est ce que disait Voglen. Il y a des gens qui se plaignent, qui ne peuvent pas dormir. Il y a aussi un élevage où il y avait des chevaux, enfin, pardon, un haras où il y avait des chevaux, ils ont été obligés de faire partir certains animaux qui ne supportaient pas. Donc, il sait ce que c'est que les éoliennes, et malgré ça, dans les Deux-Sèvres, il y a l'extension d'un parc qui vient toucher sa commune. Il a tout fait pour essayer de l'empêcher. Il a été bien sûr voir le préfet. Il a, au moment de l'enquête publique, la municipalité a dit on n'en veut pas, on va être complètement détruit. Et malgré ça, le préfet de Deux-Sèvres a signé. Et actuellement, ce maire
a eu le courage immédiatement de créer une association et il est en train de lutter pied à pied au tribunal, enfin il va au tribunal pour essayer de bloquer ce parc. Donc vous voyez, ne vous faites aucune illusion. Actuellement, où que vous soyez, vous avez des risques d'avoir des éoliennes. Le plan actuel, c'est un plan qui est de doublement ou de triplement des éoliennes, mais en réalité, c'est plus, j'allais dire, j'aime pas les mots tordus que ça. Le plan actuel qui est suivi par la France a été défini il y a quelques années par Greenpeace sous la forme d'un rapport qui a été publié par l'ADEME qui s'appelle 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, c'est possible. Et ce plan, il y a des cartes. Et bien sûr, l'éolien, les Greenpeace et les promoteurs, c'est la même chose. Hein. Donc, ce plan a été publié et quand on voit les cartes de 100% d'énergie à l'horizon 2050, on s'aperçoit que toutes les régions de France vont être couvertes d'éoliennes. Et le gouvernement actuel a publié simplement sous le nom de la programmation pluriannuelle de l'énergie le plan qui dit 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Ça a été signé et actuellement, on suit cette courbe. Et les éoliennes, c'est 9 000 éoliennes actuelles, 18 000 en 2027, le triplement après. Donc, ne vous faites aucune illusion. Où que vous soyez, vous aurez le risque d'éoliennes sur votre région. Je pense qu'on peut peut-être passer à le slide suivant. Oui, comment s'organise le combat anti-éolien? Écoutez, depuis des années, la Fédération Environnement Durable donc, regroupe tous les gens qui, au départ, sont confrontés à l'éolien. Et vous savez, il y a non seulement les gens qui, à un moment donné, décident de lutter, mais qui, de plus en plus, il y a des gens qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'au début, personne ne leur dit parce que tout est caché. C'est une affaire vraiment incroyable. On découvre un jour qu'il y a un mât de mesure. On découvre, on va voir le maire, il ne vous dit pas. On découvre qu'il y a des gens qui prospectent, qui font des choses sur votre territoire, vous ne savez pas pourquoi. Puis un jour, vous apprenez que vous allez avoir un parc éolien, qu'il y a une enquête publique. Donc, tout est caché, ce qui est absolument anormal. Hein. Qu'en France, on procède comme ça, c'est une vraie honte. Et donc, il faut tout de suite créer une association. Et la Fédération Environnement Durable, on a des kits complets et on les met à jour régulièrement. Comment créer une association? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la première phase? Disons au moment où il y a des promoteurs qui commencent à prospecter. Quand ils vont au début, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les propriétaires de terrain et aujourd'hui, ils leur proposent pour louer le terrain pour mettre une éolienne, en gros 10 000 euros par an, voire 15 000. Ce qui fait qu'il n'y a plus un agriculteur dans cette zone qui peut refuser compte tenu de leurs ressources, il ne faut pas leur envoyer l'heure, donc ils signent ces baux à 20 ans. Et ensuite, ils vont voir les municipalités qui s'appauvrissent actuellement parce que c'est vrai que l'État donne de moins en moins de subventions en leur promettant une taxe, et cette taxe, bien sûr, va leur permettre tout un tas de choses. Donc, il y en a même qui arrivent avec le champagne, etc. C'est incroyable ce qui se passe. Et évidemment, beaucoup de municipalités sont tentées. Et petit à petit, vous voyez tout le territoire qui commence à être infesté par les éoliennes et un mât de mesure. Et ensuite, le projet, bien sûr, passe ce qu'on appelle une étude d'impact qui va chez le préfet et une enquête publique où là aussi, il faut réagir. Donc, tout ça, la Fédération Environnement Durable le fait. Et ensuite, quand le permis est signé, il faut aller devant un tribunal. Et le vrai scandale, et avec Maître Monami, nous avons écrit un article dans le Figaro il y a 2 mois, c'est que les promoteurs et les gens qui les supportent dans le gouvernement et certains élus ont réussi à casser toutes les lois qui défendaient les citoyens. C'est une honte absolue, c'est-à-dire qu'autrefois, une association qui voulait lutter, comme pour un abri de jardin qu'on vient vous mettre devant vos fenêtres, vous allez au tribunal administratif pour contester le permis. Bien, pour les éoliennes, on n'a plus le droit. Il faut aller directement en cour d'appel, c'est-à-dire qu'ils ont fait sauter un degré de juridiction. C'est une honte démocratique. Hein. Et plus fort, ils ont réussi à faire passer une loi qu'on appelle cristallisation des moyens, c'est-à-dire cristallisation des moyens, ça veut dire que vous n'avez plus le temps de lire le dossier. Ce sont des dossiers énormes, des promoteurs, 2007
2000, 3000, 4000 pages, il y a plus que 2 mois. Donc, votre avocat n'a même plus le temps de le dire. Donc, vous voyez, la façon dont procèdent ces gens-là, c'est un vrai scandale. Et ensuite, vous allez devant les tribunaux. Et là, c'est une longue lutte. Et heureusement, et grâce à finalement l'entraide de toutes ces associations, vous savez, la Fédération Environnement Durable, c'est un réseau. Donc, quand quelqu'un a quelque chose qui peut intéresser tous les autres, il le dit. Et à ce moment-là, ce réseau, ben, on arrive à faire tomber, à mon avis, plus d'un projet sur 2 en ce moment. Et on informe. Et de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que les gens sur le terrain qui étaient finalement les éoliennes, c'est merveilleux, etc., réalisent réellement ce que c'est, que les maires réalisent de plus en plus ce que c'est. Et tous les jours, vous avez des articles dans les journaux où finalement, sur 5 articles, il y en a 4 maintenant qui sont contre l'éolien. Pour vous citer un exemple, aujourd'hui, le Figaro vient de sortir un article sur l'histoire des affaires foncières, les éoliennes, mauvaises affaires pour les propriétaires. Donc, c'est article Figaro aujourd'hui où la Fed est signée et citée en long et en large. Donc, euh, pour l'affaire immobilière, Bernadette Carr, c'était sur TF1, Antenne 2. Donc, la bataille fait rage. Et je vous invite tous à participer d'une façon ou d'une autre à cette bataille parce que nous avons en face de nous un monde industriel absolument colossal et avec des moyens gigantesques. Toutes ces machines sont importées et les promoteurs sont allemands, danois, comme l'a dit, et chinois. Ils sont en train d'envahir la France. C'est très simple, 10 000 nouvelles éoliennes. Pour eux, c'est 3 millions d'euros pièce, c'est 30 milliards de marché. Donc, rien ne les arrêtera. Si vous voulez passer au sujet suivant, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Je crois que je ne vais pas revenir sur tout ce que vous a dit Fabien. Je voudrais juste préciser un point qui est le problème du démantèlement et de la bataille concernant le démantèlement. Je vais montrer la slide suivante, on va rester dessus, l'image suivante, si vous voulez. Juste la slide suivante. Voilà. C'est quelque chose qui m'a frappé. C'est-à-dire, on parle d'écologie, on vous donne plein de choses, c'est merveilleux, comme l'a dit Bouglet, etc. Mais il faut tout voir dans l'écologie, c'est-à-dire il faut voir d'où viennent les matériaux et surtout, qu'est-ce qu'on va en faire à la fin. Et quand on attaque le pétrole, vous savez, j'ai été président d'une filiale d'Institut français du pétrole, j'ai été directeur de 2 usines Céveso de Rhône-Poulenc et j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire. Donc, ce que je vous dis, je l'ai vécu. Quand on voit ces 2 images, qu'est-ce qu'on constate? On constate que des grandes idées, ça c'est la voiture électrique, et actuellement il y a des dizaines de milliers de voitures électriques qui pourrissent à Romorantin, et c'était le grand, vous savez, le grand programme de Paris d'Autolib. C'était une telle faillite, un tel fiasco, que maintenant plus personne pense à la déchetterie de ces voitures. Or là, il y a des batteries qui sont en train de fuir. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut de l'argent. Où trouver l'argent? Et quand on présente des pales d'éoliennes, là aussi, il faut de l'argent pour retraiter tout ça. Tout est possible, mais c'est absolument un véritable scandale. Et dans le cadre des éoliennes, les quantités sont colossales. Si vous prenez le chiffre de 2000 tonnes de béton et que vous dites on est en train d'enterrer ce béton dans la France, béton armé en plus, avec bon, il faut faire un petit calcul. J'aime bien les règles de 3. Du reste, les règles de 3, c'est ce que du reste nos ministres devraient bien réapprendre. Actuellement, un camion toupie de béton, c'est 10 tonnes. On met 10 000 éoliennes à 2000 tonnes de béton, c'est 20 millions de tonnes de béton. Alors, ça ne parle pas 20 millions de tonnes de béton. Sinon, c'est en image des petits camions toupies les uns derrière les autres qui font pratiquement les 2 tiers du tour de la Terre. Donc, on est en train de bétonner la France avec des petits camions toupies qui déversent du béton à cette échelle. Quand on regarde les pales d'éoliennes, ben,
il y a trois solutions, hein. La première, c'est la solution américaine. Alors, j'allais dire la solution américaine, c'est pas de problème, on laisse pourrir sur place, on enterre, on cache, etc. Pour l'écologie, c'est merveilleux. La deuxième, c'est l'Allemagne, on le met dans les décharges africaines. Et il y a eu des scandales, des grands journaux allemands qui disaient arrêtons de mettre les pales d'éoliennes usées dans les décharges africaines. Alors la troisième est pas mal non plus. Ça, c'est celle-ci, on l'a arrêtée parce que la Fed l'a dévoilée tout de suite. C'était la technique suivante, c'est la technique, disons, des ONG. On va offrir des éoliennes usées à des pays du tiers-monde pour qu'ils fassent de l'électricité gratuitement. Alors ça, faut le faire, c'est-à-dire qu'on se débarrasse du problème du recyclage des matériaux et tout. Donc tout ça, il faut aller vraiment d'un bout à l'autre pour s'entendre. Alors qu'est-ce qu'on a fait concernant le démantèlement des éoliennes? Mais quand on a vu ça, la Fédération environnement durable a déposé deux plaintes. D'abord un recours, une requête en Conseil d'État pour attaquer le gouvernement. Et si vous voulez, tout est possible dans la chimie. C'est-à-dire que recycler ces pales, c'est possible. Simplement, plus on veut le faire proprement, et si dans ce cas-là, compte tenu par exemple des pales d'éoliennes, c'est très difficile parce que ce sont des polymères spéciaux, des choses vraiment très difficiles à gérer, on peut le faire, mais il faut de l'argent. Or, le gouvernement n'avait rien prévu, c'est-à-dire que le premier arrêté, c'était 50 000 euros par éolienne pour les démanteler, les recycler et on laissait le béton sur place. Donc, on a déposé un recours en Conseil d'État et au dernier moment, là, il y a eu, c'était complètement ridicule, un deuxième arrêté qui a dit, oh, on va faire les choses et on va faire quelque chose maintenant qui va, c'est-à-dire on a à peu près doublé les sommes, mais ça ne suffit pas. On est encore à des années-lumière de ce qu'il faut. Donc, la Fédération environnement durable a un recours en Conseil d'État contre finalement la non-prévoyance et le fait qu'on n'a pas les moyens pour ensuite traiter tous ces déchets. C'est-à-dire qu'on est en train de polluer la France. Et ça, au nom de l'écologie, il faut le faire. Et la deuxième, bien sûr, c'est que comme les ministres font rien, on a une plainte au tribunal de Paris et on va monter d'un cran certainement au pénal si il ne se passe rien. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qu'il faut dire sur l'éolien. Alors, je voudrais simplement conclure parce que je pense que c'est surtout les questions qui sont intéressantes. On répondra aux questions. Pourquoi on en est arrivé là? C'est simplement parce que je vous dis, au nom de l'écologie, avec des symboles comme le réchauffement climatique, alors que c'est un mensonge, mais éhonté de parler de sauver un peu le climat par des éoliennes. Il faut être vraiment dire ça, c'est scientifiquement inimaginable. Et tous les experts vous le prouveront. On est arrivé là parce que c'est une affaire financière. C'est un vrai lobby. Et ensuite, il y a une affaire d'écologie, c'est-à-dire de politique. Et avec Philippe Toussaint, nous sommes allés voir les experts de Macron. Du reste, c'était Stéphane Bern qui nous avait aidé à contacter l'Élysée pour essayer simplement d'expliquer les associations du patrimoine sont en train de massacrer la France. Quand on dit ça, ça fait quand même mal au cœur quand on connaît notre pays. Et moi, j'étais là pour expliquer qu'économiquement, c'était vraiment complètement dément et qu'écologiquement, c'était vraiment se payer la tête des gens. En réalité, le problème n'est pas là, c'est que actuellement, c'est l'étendard de l'écologie pour l'Élysée et l'étendard de l'écologie pour gagner les prochaines présidentielles. Et tout ce qu'on dit, finalement, on massacre la France, on détruit le patrimoine, on se fiche de l'écologie. Finalement, c'est pourquoi? C'est pour gagner des élections. Ça veut dire que, et ça c'est terrible, pour moi c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut pour une politique à long terme. On peut discuter des politiques à long terme, mais faire des politiques à court terme électoralistes, alors que l'énergie, c'est quelque chose qui se prévoit à 30 ou 50 ans. On tire des réseaux électriques, on va couvrir la France d'éoliennes, mais aussi de réseaux électriques, c'est des centaines de milliards qu'on met en jeu uniquement pour se dire je vais perdre des voix du côté des écologistes, des partis écologistes. Parce que les vrais écologistes, ceux qui s'occupent sur le terrain de l'écologie, n'ont rien à voir à ça.
Ce sont des gens tout à fait respectables, mais je parle des partis écologiques qui les manipulent, qui sont manipulés par les promoteurs et qui jouent des cartes politiques. Ça, c'est vraiment, il faut les éliminer. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Jean-Louis, merci Fabien encore. Je pense que c'était, d'abord vous avez tenu parfaitement votre horaire et vous avez quand même réussi à nous donner, je pense, beaucoup d'informations. C'est un sujet où on pourrait rester beaucoup plus longtemps encore, hein. Mais je pense que la meilleure façon de continuer, c'est que vous posiez vos questions et que nous essayions d'y répondre. Alors, normalement, l'équipe des VMF a reçu un certain nombre de questions et je vous demande à notre équipe de les appeler, si je puis dire, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez les connaître à ce stade. Alors, première question, qu'en est-il de la solution du broyage des pales au moment du démantèlement? Jean-Louis. Oui, je vais répondre parce que ça me rappelle disons, une partie de ma vie dans les usines du groupe Rhône-Poulenc. Ce sont des plastiques difficiles. Pourquoi? Parce qu'on veut des performances extraordinaires. Donc, on met les meilleurs plastiques, ceux qui durent le plus longtemps, en général les plus modernes, qu'on ne connaît pas toujours forcément très bien. Et en plus, ce sont des matériaux spéciaux, c'est-à-dire des mélanges d'époxy, par exemple, et de fibres de carbone ou de fibres de verre, voire d'autres techniques. Ce qui fait qu'une fois qu'ils sont faits, il faut les détruire. Alors, il y a deux techniques, hein. Il n'y en a pas 36. La première, c'est les broyer. C'est possible. Simplement, quand vous broyez, ça fait des particules fines et il y a deux risques, hein. Il faut savoir qu'une usine, et je connais une usine qui a explosé avec ça, les poudres de polymères peuvent créer, comme le gaz, si on ne fait pas attention, des explosions. Donc, ça veut dire que c'est des usines complexes. Et ensuite, il faut évacuer ces particules, mais il faut les capter si c'est bon dans l'atmosphère. Donc là, quand vous broyez, vous avez des particules fines. Et puis, on a découvert qu'il y a des particules fines, de plus en plus fines, des nanoparticules. Et quand on regarde les matériaux, ce n'est pas très simple d'envoyer dans les poumons des particules de fibres de verre ou de carbone ou d'autres, et des époxys. Je pense qu'en particules fines, c'est vraiment pas très, très, très sympathique. Donc, attention, c'est faisable. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, si vous voulez 99,9 de pureté, vous êtes là. Si vous allez 100%, il faut beaucoup plus d'argent. Donc, tout ça, c'est faisable. Alors, ça, c'est la première technique. La deuxième, c'est que vous les brûlez. Et j'ai entendu des choses absolument hallucinantes d'un promoteur qui disait oh on les met dans les cimenteries. Parce que quand les chimistes ne savent pas quoi faire de matériaux usés, ils passent dans les cimenteries. C'est ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, attention, les cimenteries aussi ont des normes. Et quand on fait ça et qu'on ose dire ça, c'est vraiment se payer la tête des gens. Et ça, je crois que c'est l'ADEME ou autre qui l'a dit. Vraiment, c'est inimaginable. Donc, attention, oui, on peut les incinérer, mais pareil, si vous voulez laver les fumées d'un incinérateur, si vous voulez du 99,9, 99 à 99 ou 89,9, vous multipliez par 10, par 100 le prix de revient. Donc, il n'y a pas l'argent. Tout est possible, mais il n'y a pas l'argent. Voilà le problème des recyclages des pannes. Autre question sur la situation en Grande-Bretagne est-elle aussi mauvaise car les Anglais sont très respectueux de leur campagne et de leurs paysages? Oui, on est en situation pire qu'en France, puisque Boris Johnson a mené une politique d'installation massive d'éoliennes, à la fois sur terre et également en mer. Ce qui est intéressant en Grande-Bretagne, c'est que, par exemple, il y a une centrale éolienne en mer par un consortium industriel identique à celui qui est au large de Lisieux et de Noirmoutier, ou de celui du Tréport du Tréport, pardon. Et alors que nous est à 180 € le mégawattheure, cette centrale éolienne qui était à 80 km des côtes, hein, donc avec des complexités techniques encore supérieures, l'appel d'offres l'a confié à une soixantaine d'euros le mégawattheure. Donc, vous voyez qu'un an avant l'attribution du parc éolien français à 180 € le mégawattheure, le marché européen, et en particulier en Grande-Bretagne, était déjà à 60 € le mégawattheure. C'est pourquoi
les éoliennes françaises sont véritablement une imposture. Et c'est intéressant parce qu'on voit médiatiquement, on nous dit régulièrement, la France est très en retard. Ça, c'est la marotte médiatique. La France est en retard, en retard. Nous n'avons qu'une éolienne en mer. En réalité, la vérité, c'est que la France n'est pas en retard, la France est en avance parce qu'elle a déjà démantelé les éoliennes et donc il ne faut pas les installer parce que de toute façon, nous savons aujourd'hui que les éoliennes, ce sera un scandale, un énorme scandale. Donc, la seule solution, eh bien, c'est d'arrêter d'installer les éoliennes. La particularité par rapport à la Grande-Bretagne, c'est que la France a fait le choix, dans les années 70, de développer une électricité électronucléaire. J'avais vu une question passer à l'instant. Et donc, on nous dit, mais quelle solution? Mais on l'a déjà, la solution, elle est existante. Nous sommes le pays champion du monde de la décarbonation. Nous sommes le meilleur élève au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà. Donc c'est la différence entre la Grande-Bretagne et la France. Voilà. Juste un mot, je voudrais dire que tout ça, le gouvernement, l'ADEME, le ministère, sont des menteurs professionnels. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dernièrement, je m'excuse de dire ça, hein, ça me fait de la peine de le dire, mais quand Barbara Pompili est allée vanter le parc de Saint-Brieuc, je n'ai jamais vu, entendu en, disons, 2 minutes dire autant de mensonges. Le premier, c'est un parc qui va produire 500 mégawatts. Ça montre qu'elle ne connaît strictement rien en électricité. Le mégawatt, c'est une puissance, et quand on produit de l'électricité, c'est du mégawattheure, du kilowattheure, des trucs comme ça. Donc, réponse stupide. La deuxième chose qu'elle dit, c'est que ça va alimenter près de 900 000, je n'ai plus le chiffre en tête, Bretons. Alors, deux mensonges. D'abord, l'électricité, on ne l'arrête pas à une frontière administrative, hein. Ça va très vite, il y a des câbles. Bon, mettons. Mais quand on fait le calcul avec des experts qui prennent les chiffres officiels, c'est-à-dire ceux d'RTE et tout, ce n'est pas 900 000, c'est 250 000. Donc, pour justifier un parc, un ministre se permet de dire deux mensonges publics repris. Tous les documents qui sont publiés actuellement par les promoteurs sont repris par l'agence de maîtrise, servilement, j'allais dire, par l'agence de maîtrise de l'énergie, et repris par le ministère, c'est la même chose. Et malheureusement, ils détiennent le pouvoir pratiquement de beaucoup de médias, etc. Et à ce moment-là, pour lutter, quand on commence à dire mais c'est pas vrai, on est boycotté. Et c'est une vraie omerta des opposants. Maintenant, ça a percé, les journaux en parlent, mais je veux dire, pendant des années, dire qu'on était opposé à l'éolien, ça veut dire qu'on était le vilain, le méchant, tout ce que vous voulez, et que les autres étaient les bons, les verts, etc. Non, on a raison, on nous agresse avec ces machines, la France n'est pas en retard, il faut arrêter de mettre des éoliennes partout, sur terre et sur mer. Le long des côtes, pardon, le long des côtes. Comment être informé des projets en dehors des rumeurs et avant que cela ne soit trop tard? Si je le savais, écoutez, hier, je vous ai dit, c'est un exemple vécu. On est en train de créer un petit collectif là dans le coin que je défends depuis des années. Mais il y a un des membres qui crée une nouvelle association qui m'a envoyé un mail il y a 2 heures en me disant, mais attendez, il y a deux autres projets qui rôdent parce qu'ils sont dans les communiqués de la mairie, mais on n'arrive pas à les retrouver, etc. Il y a 2 promoteurs autres qui rôdent. C'est-à-dire, au lieu de 3 projets sur la commune, il y en a 5. Et en plus, les promoteurs sont malins parce que qu'est-ce qu'ils font? On commence à les repérer quant à Boeing, etc. On connaît leur nom, mais ils délèguent à des petites sociétés ou des prospecteurs, des chasseurs de trésors. Ils viennent voir des gens, ils font signer les baux, et une fois qu'ils ont fait signer les baux, ils leur donnent, ils touchent de l'argent de la société qui leur a fait prospecter. Donc, c'est une espèce de, vous vendez des baux, vous gagnez de l'argent, vous avez un permis, vous vendez votre permis, etc. Donc, chacun prend son bénéfice, et celui qui paye en fin de course, c'est vous, c'est moi, c'est votre facture d'électricité qui est en train de doubler. Alors, si vous acceptez, moi, je n'accepte pas. En tous les cas, je peux vous dire que la Fédération environnementale fera tout ce qu'il faut pour dénoncer ça. Y a-t-il une action pour informer les maires et les municipalités? Alors,
Alors oui, en fait, moi j'ai lancé il y a quelque temps l'opération Géranium, qui consistait justement à envoyer aux élus, et ça continue d'ailleurs à se faire, à mon bouquin, parce que souvent on se rend compte que le problème, c'est la notion d'information. Il y a eu d'ailleurs, on est en train de préparer un documentaire qu'on va diffuser, ça s'appelle Du rêve à la réalité, qui a été financé par le crowdfunding et qui va être publié début juin sur justement tous les travers des centrales éoliennes. Et dans le cadre de cette association Documentaire et Vérité, on a financé un sondage pour justement l'acceptabilité des éoliennes. Et on s'est rendu compte d'une chose très importante et très intéressante, c'est que plus les personnes avaient d'informations et étaient informées sur les éoliennes, moins elles acceptaient les éoliennes. En réalité, on voit que l'acceptabilité des éoliennes en France est basée sur les fausses informations diffusées par l'ADEME, par exemple. Je rappelle quand même que l'ADEME a été promoteur éolien, a eu des actions de promoteur éolien. Il y a eu une question qui a été posée par Julien Aubert pour demander pourquoi l'ADEME avait des actions de promoteur éolien. Et donc, ce sondage montre bien que dès qu'on est informé, eh bien, les gens changent de position. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de messages de nos associations anti-éoliennes dans tous les territoires, puisque je fais des conférences partout. D'ailleurs, je le précise aux personnes des VMF que si elles veulent que je fasse des conférences, je suis tout à fait disposé à en faire. Eh bien, les personnes me disaient, Monsieur Bouglet, on est ravis, ça a été le cas l'autre jour en Normandie, on a donné le livre à notre maire, aux adjoints, aux conseillers municipaux, et depuis qu'on l'a donné, il a complètement changé d'opinion et il a donné des avis défavorables. Donc, effectivement, je dirais que quand on est au début d'un projet de parc éolien, il faut véritablement, surtout au moment de l'étude de faisabilité, c'est-à-dire c'est le début d'un projet éolien, c'est au moment où les mairies se mettent point lié avec le promoteur. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent l'étude de faisabilité, elle coûte 50 000 euros, et dans le contrat, c'est mentionné que s'ils refusent le parc éolien après, ils doivent payer l'étude de faisabilité. Et donc, les communes sont complètement poings et mains liés et n'arrivent plus à comprendre. Et puis surtout, ils sont confrontés à des commerciaux redoutables. Et donc, le rôle que nous avons, nous, associations anti-éoliennes ou vous, protecteurs du patrimoine, c'est vraiment d'alerter les élus dès qu'on a l'once du début, dès qu'on voit ces commerciaux passer dans les villages pour signer les baux amphithéotiques et informer avec les éléments documentaires de la Fed et avec des livres comme le mien, par exemple, en le communiquant donc aux différentes personnes. Juste un petit complément, par exemple, la Fédération Environnement Durable, nous envoyons régulièrement 32 000 lettres à tous les maires avec leur nom, leur prénom, le nombre d'habitants de leur commune, parce que ça nous permet de trier. Il est évident que vous n'envoyez pas le même mail à des maires de Paris que maire d'un petit village de la Corrèze. Mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est que ces mails sont lus, que de plus en plus, il y a des retours et on a des taux de réponse qui sont importants, des taux d'écoute qui sont importants, alors qu'au début, c'était mis à la poubelle. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de maires qui cherchent à s'informer. Et je crois qu'il faut les aider. Et là, on va vraiment le faire pour l'histoire de la dévaluation immobilière. Il y a, je vous dis, 32 000 mails qui vont partir très prochainement à tous les maires de France et des mails personnalisés. Alors moi, je vais ajouter une chose intéressante, c'est la sociologie. Il y a 12 ans, et Jean-Louis était dans la même situation, parce que ça fait des années que nous combattons. Il y a 12 ans, Ouais. quand on allait dans une réunion, nous avions l'opprobre de la municipalité, des élus. Vraiment, hein, on était déconsidérés, c'était pas facile. Et l'autre jour, j'ai fait une conférence à Déol, d'ailleurs, Jean-Louis, tu y étais également. Et c'était passionnant parce qu'il y avait eu les élections municipales entre-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé tout simplement qu'au premier rang, tous les premiers rangs étaient occupés par des élus et des adjoints avec leur écharpe tricolore. C'est-à-dire que maintenant, nous avons des élus anti-éoliens. Nous avons des élus qui ont gagné des municipalités et qui sont des vigies.
Et c'est ça qui est passionnant. On va le voir avec les élections régionales où il y a des anti-éoliens dans différentes listes. Il y a eu des sénatoriales où il y a eu des candidats. Et donc, on assiste à cette modification sociologique et à cette modification politique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et c'est là, je dirais, ça montre qu'on a gagné du terrain, mais le revers de la médaille, c'est que le gouvernement et les promoteurs éoliens, voyant que l'inacceptabilité sociale se mettait en place dans notre pays, eh ben, suppriment les voies de recours des citoyens. C'est ça, et ça prouve bien que le refus de l'éolien est au cœur de nos paysages ruraux et c'est très important de solliciter nos élus et de les convaincre de changer d'opinion sur le sujet. Je Je le dis voudrais d'autant plus dire que un je suis petit mot. moi-même élu. Je voudrais dire un petit mot moi-même en tant que maire. Je pense qu'il y a une chose dont chacun doit être absolument conscient, c'est qu'il n'y a pas un centimètre carré de territoire rural qui ne soit actuellement prospecté par des promoteurs éoliens. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous avez des recherches à faire. Dites-vous bien cela. Il n'y a pas un endroit de France où ça n'existe pas. Donc voilà, la réponse est claire et nette. Moi-même, en tant que maire, j'ai été appelé par un promoteur qui a dû se tromper. Et je me suis dit, c'est quand même fort de café. Et en tant que maire, je me suis renseigné auprès de la communauté de communes, qui désormais, les communautés de communes, ont la compétence et ont récupéré au grand dam des communes qui avaient lâché le morceau les ressources, parce que ce n'est plus les mairies qui se touchent l'argent, ce sont les communautés de communes. Donc j'appelle la communauté de communes. On m'a dit, bien entendu, qu'il chasse sur le territoire. Je dis, mais vous en savez quoi? Mais on va vous montrer la carte. Ils se sont partagés le territoire de notre communauté de communes, qui est donc dans l'Orne. Ils sont 4 ou 5 promoteurs. Et voilà le plan de prospection que nous avons, qui nous ont remis d'ailleurs de la façon la plus légitime qui soit. Ce qui veut donc dire qu'en parfaite connaissance de cause, une structure était informée, les maires ne l'étaient pas pour autant, et le travail se fait en discrétion. Voilà. Donc, c'est vous dire à quel point la démarche est générale, et donc à quel point vous devez vous inquiéter de ne pas être au courant de quoi que ce soit. Voilà. La seconde chose que je voudrais dire par rapport à la façon de se défendre, euh, je pense que ce que viennent de dire Fabien et Jean-Louis, c'est très juste. Il faut, au quart de tour, créer des associations, et même par précaution, des associations de défense, parce que si vous le faites trop tard par rapport au dépôt du permis, vous n'êtes plus recevable au niveau judiciaire. Donc, il faut faire Ça a un petit peu changé. Ça a un petit peu changé. Là, on a constat. Ça a un petit peu changé. En Avec tout Maître cas, Mon Ami, il y a moins de refus qu'avant. moins reçu qu'avant. Ben, c'est une des rares évolutions positives. En tout cas, ce qui est très important, c'est que quand vous lancez une association, il faut absolument, je fais moi de la formation sur le terrain vis-à-vis des associations, il faut que vous soyez prêts à casser la tirelire. Parce que si vous ne mettez pas à vos côtés les expertises de haut niveau qui vont permettre de contester de façon formelle le travail de mensonges éhontés qu'il peut y avoir dans la proposition, de la façon de présenter les projets, si vous n'avez pas donc des expertises qui démontent de façon vigoureuse et rigoureuse le mensonge, vous perdez ensuite au niveau du tribunal. Et nous avons dans notre coin un endroit qui est hallucinant, une commune qui est bien connue de tous ceux qui luttent contre l'éolien, qui s'appelle Échauffour, où vraiment ça a été une catastrophe pour ce malheureux village, car au fond, il n'a pas pris tous les moyens qu'il aurait fallu au niveau local. Et aujourd'hui, il s'en mord les doigts, ça fait des histoires de tous les diables. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose que je voudrais quand même vous dire sur le plan de la question qui a été posée tout à l'heure sur les autres énergies et le nucléaire. Ce qu'il faut savoir, et le président Giscard d'Estaing avait très précisément et sévèrement taclé ce point, c'est qu'il y a eu une sorte de bérésina diplomatique française au niveau européen dans cette affaire. C'est-à-dire que depuis 10 ans, l'énergie nucléaire n'est pas considérée par l'Europe comme étant une énergie décarbonée. C'est incroyable. Alors du coup, tout ce qu'on raconte sur la transition énergétique s'applique sans que l'on tienne compte du fait que le nucléaire est décarboné. Et donc, on nous impose, entre guillemets, des quotas d'énergie renouvelable, et notamment d'éolien, pour soi-disant respecter des critères, alors que
nous n'avons aucune raison de le faire. Et donc, un des grands combats actuels, alors on peut dire que c'est le royaume du en même temps, mais un des grands combats actuels que la France doit mener, et j'ai eu un article récemment de Bruno Le Maire dans Ouest France qui était très virulent là-dessus, il faut que nous obtenions coûte que coûte, nous les Français, que l'énergie nucléaire soit désormais décarbonée. Parce que du coup, la supercherie de la transition énergétique par le biais des énergies renouvelables va finir par sauter. Et ça, tant qu'on n'a pas reconnu ce caractère décarboné au niveau européen, eh bien, nous serons dans une espèce de seringue dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes. Voilà. Et donc, c'est là où il faut vraiment faire aussi pression, parce que c'est la source de nos problèmes. L'éolien se repaît de la faiblesse française dans cette affaire. Et il faut savoir quand même que même en Allemagne, l'éolien est très contesté, que la Bavière a imposé des distances beaucoup plus considérables par rapport aux habitations que nous le tolérons aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Et le combat politique, c'est à la fois d'avoir une transition énergétique qui ne soit pas absurde et en même temps de récupérer nos atouts par le biais de l'énergie nucléaire. Je voudrais avoir une note d'optimisme, Philippe Toussaint, parce que dans le débat sur la taxonomie au niveau européen, tout récent, dans la classification, le groupe d'experts qui est chargé d'établir la liste des sources d'électricité dites durables, écologiques, a inséré le nucléaire en tant qu'énergie propre et non impactante sur la santé humaine. C'est resté totalement, comment dire, sous le boisseau, parce que ça doit être validé par le Parlement européen. Mais en tout cas, le groupe d'experts a bien mentionné le nucléaire dans la liste des énergies propres. Donc, effectivement, si on règle cette question de vision du nucléaire versus éolienne, l'éolien n'a pas de raison d'être, aucune raison d'être. Juste un mot, je crois qu'on lutte contre le temps actuellement. Donc ne vous trompez pas. Actuellement, il y a des hordes de promoteurs qui sont sur le territoire. Donc c'est localement qu'on arrivera à les bloquer. Après, oui, bien sûr, mais ça met du temps. L'Europe met du temps. Je voudrais juste vous dire qu'il y a un livre qui est sorti aujourd'hui, qui est un livre écrit par un inspecteur honoraire des finances, donc c'est pas n'importe qui au point de vue économie, et il s'appelle Patrick Card, il s'appelle La peste éolienne. Voilà, je vous montre juste l'image que j'ai, je ne sais pas si vous voyez, la peste éolienne, et il y a tout un tas de passages sur l'éolien qui sont assez redoutables parce que c'est une analyse froide et économique, si vous avez mieux, de cette catastrophe qui avait du reste été mise en évidence par la commission Julien Aubert, etc. Mais actuellement, comment la France peut-elle, lorsqu'on lui donne des rapports comme ça, ne rien faire? On reste pantois. Et je suis d'accord avec vous. On a, au niveau de l'Europe, complètement perdu le pouvoir. Actuellement, l'énergie, c'est le programme énergétique de l'Europe, c'est le programme des Allemands, c'est le programme des promoteurs, disons, d'énergie renouvelable, et qui impose à la France et qui l'ont mis sous coupelle. Et on voit avec l'histoire du plan Hercule, c'est qu'il y a des morceaux de tout ça. Mais tout ça, c'est parce qu'on a perdu notre notion de pouvoir, alors qu'on avait en effet une industrie totalement autonome, une des meilleures au monde, sinon la meilleure au monde. C'est pas tous les jours qu'on peut être leader. Et là, on a perdu, j'allais dire, cette force. Et quand je les vois négocier en position de faiblesse, en demandant, s'il vous plaît, Madame Merkel, etc., est-ce qu'on peut faire ça? C'est assez lamentable, surtout dans le domaine énergétique où c'est à long terme. Je vous dis ça parce que le premier livre que j'ai fait a été préfacé par Giscard. J'ai été son Sherpa pendant quelques temps. Notamment, nous sommes allés à Palerme pour revenir aux affaires de corruption. Ah oui, tiens. Parce que, ben oui, j'étais quand même à Palerme. Et là, c'était très simple. C'est la Camorra qui prenait le pouvoir de la Sicile pour mettre des éoliennes et ils achetaient le terrain. Et là, le Parlement italien avait décidé de faire quelque chose. Il y a un ministre très courageux qui avait décidé de faire quelque chose et il nous avait invités. Donc, il m'avait invité. Et à ce moment-là, il y a eu en effet un nettoyage en Italie assez étonnant. Ils ont condamné le président du syndicat des énergies renouvelables, etc., etc. Enfin bon, on n'en est pas là en France.
On n'en est pas là au niveau pouvoir de nuisance, mais dans les circuits financiers qui arrivent de partout. La seule chose que j'ai demandé à chaque fois que j'ai été auditionné, c'est on n'est pas des inspecteurs pour savoir. Simplement, on demande la cartographie de ces flux financiers. Et actuellement, avec la Fed et un certain nombre d'experts de très haut niveau, on est en train de pister tous ces flux financiers. Et à chaque fois qu'on en prend un, les bras nous en tombent. Comment la France peut-elle en arriver là? Alors là-dessus, On va peut-être passer à la question suivante, je messieurs. voudrais juste Non, faire un non, petit commentaire. aux questions maintenant. Oui, question. On en a beaucoup, beaucoup et on ne pourra pas répondre à toutes. Comment résoudre le problème de la motivation des agriculteurs, notamment avec les subventions qu'ils reçoivent et qui les aident bien compte tenu de leur bas Pas. revenu? On peut pas. On peut pas. On ne peut pas. C'est des gens qui actuellement, quand vous leur dites, et c'est 10 000 euros par an, ils sont obligés de signer. Ils n'ont pas de quoi vivre dans certains coins. Il ne faut pas accuser les agriculteurs. Il y a même des mairies qui signent, ce n'est pas par plaisir. Les préfets, les préfets, ils reçoivent des ordres. Alors, les préfets, quand j'entends les préfets, vous savez, les préfets, ils sont aux ordres. Donc, ce n'est pas eux les coupables, c'est le ministère qui leur donne les ordres. Moi, j'ai vu une note à une époque où le ministère donnait des ordres au préfet de tel département. Vous devez mettre 500 éoliennes dans tel département avant telle date, sinon vous serez jugé au résultat. SIC, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y a des préfets. Il faut signaler pour aller dans ce sens-là qu'un des scandales actuels, c'est la loi climat. Parce que si vous voulez, chaque mois qui passe, il y a toujours un scandale de plus. On croit que, vous savez, c'est quand dit le sapeur Camembert, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Eh bien, dans le cas de la loi climat, eh bien, on a institué des quotas imposés aux préfets de région pour l'implantation des fameuses 9 000 éoliennes. C'est un véritable scandale. Et déjà, il y a quand même des préfets courageux, il faut le dire, hein, et qui résistent et qui essayent de faire leur travail de façon correcte. Eh bien, je pense qu'avec cette pression supplémentaire, ils ne vont pas avoir la tâche facile, les préfets. Hein. Voilà. Oui. Mais, il y en a un qui m'a dit la chose suivante, écoutez, je peux pas ne pas obéir, simplement je peux faire durer. Donc, si le dossier n'est pas plein, n'est pas complet, je le remettrai sous la pile. Voilà à peu près où ils en sont certains. On a identifié également une chose, je dirais juste ça, c'est que les promoteurs éoliens ont pris comme objectif de n'utiliser comme démarchage, en particulier et en priorité, les communes pauvres, c'est-à-dire celles qui sont bien démunies, qui vont bien pouvoir étrangler, qui sont étranglées financièrement. Et donc, effectivement, on ne peut pas blâmer les agriculteurs. Je crois que le problème, il est politique. C'est quelle politique pour nos agriculteurs? Est-ce que les agriculteurs doivent vivre de subventions d'éoliennes ou vivre de leur vrai métier qui est de nous nourrir avec des produits de qualité? Voilà, c'est un vrai débat politique. Il y a le maire de mon coin, Saint-Germier, a écrit dans Ouest France ou Sud-Ouest, je ne sais plus lequel, on en a assez que les promoteurs nous prennent pour des ploucs. Gros titre dans Ouest France. Ça montre à quel point ils sont méprisés. Finalement, ce sont des cibles de marketing et des cibles du reste faciles. Ils n'ont pas d'argent. question. Oui, dans les CDNPS, il est maintenant légal d'avoir un représentant des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Mais est-ce légitime? Légitimité. C'est scandaleux. Enfin, vous savez, je vais vous dire, ça fait partie de ce déni de démocratie que nous vivons actuellement. À Noirmoutier, le Conseil national de la protection de la nature, institution pour la biodiversité du ministère de l'écologie, devait donner un avis préalable à tout projet d'éolienne en mer et sur terre. Il donne des avis très favorables, très défavorables à Noirmoutier et ailleurs. Qu'est-ce qu'a fait François de Rugy? Il a supprimé l'avis préalable du Conseil national de protection de la nature. Le service central de prévention de la corruption dénonce la corruption. On a supprimé le service central de prévention de la corruption. Les citoyens se battent contre les éoliennes. On supprime le premier degré de juridiction pour les éoliennes sur terre. On le supprime pour les éoliennes en mer. Et maintenant, avec la loi ASAP, qui est une loi scandaleuse, on a supprimé le second degré de juridiction pour les éoliennes en mer. C'est-à-dire qu'on ne va plus qu'au Conseil d'État. Progressivement, un à un, on supprime tous les pans
de la démocratie participative environnementale et des recours de nos concitoyens. Et alors, on n'est pas surpris de voir la présence de personnes au CNP, aux commissions des sites, et plus grave, c'est ce que j'ai dévoilé d'ailleurs depuis ce que je dévoile depuis la sortie de mon bouquin, c'est la présence au sein du ministère de l'écologie, de l'OFATE, l'Office franco-allemand de transition énergétique, qui est un lobby industriel éolien avec les syndicats de promoteurs éoliens allemands et français, avec les différents promoteurs éoliens allemands et français, avec certaines ONG comme Negawatt, par exemple. Tous ces gens-là sont financés par le ministère de l'écologie et le gouvernement allemand, le ministre de l'Industrie allemande, et ce lobby est abrité dans les locaux du ministère de l'écologie. C'est-à-dire qu'ils dictent, ils ont infiltré nos institutions. Et bien, c'est la même chose pour la commission des sites que vous vivez localement. Tout cela est très, très grave. Tout cela est très, très grave. Comment se situe le coût de l'énergie solaire, éolien, pardon, par rapport au solaire? Écoutez, je crois que le solaire, on ne peut pas en parler ici parce que c'est vraiment un sujet très, très vaste qui évolue. Aujourd'hui, le solaire est plus cher que l'éolien, mais ça baisse parce qu'il y a, contrairement à l'énergie éolienne qui est complètement arrivée à maturité, parce qu'on ne peut pas encore grandir un petit peu les machines, mais à 240 mètres, ça commence à être un peu haut. Donc, c'est vrai, pour augmenter ses rendements, tandis que capter le soleil, il peut y avoir différentes techniques de matériaux. Donc, il y a de la recherche. Et aujourd'hui, ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui peut exister dans 10 ou 20 ans. Donc, ce que je dis dans ces cas-là, c'est que l'énergie solaire, oui, il faut essayer de faire quelque chose. Il faut surtout essayer de faire de la recherche. Et tout ce qu'on gâche, par exemple, en achetant des machines, des éoliennes inutiles d'Allemagne pour engraisser l'industrie allemande, hein, je m'essire de dire ça, on ferait bien de plutôt faire travailler nos chercheurs dans des nouveaux laboratoires. Quand je dis chercheurs, c'est architectes et autres, pour intégrer le soleil, c'est-à-dire ce qui arrive, c'est l'énergie primaire qui arrive sur la Terre, mais ça peut être des panneaux solaires, ça peut être des plantes, hein, ça peut être beaucoup de choses. Donc, et là, il y a de la recherche, là, il y a des progrès. Il faut simplement prendre son temps. On est dans un pays extraordinaire, on n'avait pas de problème électrique, on est en train de s'en créer, il faut le faire, hein. On avait de l'argent, on n'en a plus, mais on aurait pu le mettre, on pourrait le mettre encore dans des plans à moyen et long terme. Ça permettrait de prendre tous nos ingénieurs, nos spécialistes, il n'y a pas que les ingénieurs techniques, hein, ça peut être beaucoup plus vaste que ça, et les faire travailler pour un avenir énergétique lié, par exemple, au captage du soleil, point barre. Et si même si on ne sort rien dans les 2 ans qui viennent, ça aurait pu être à long terme quelque chose d'extraordinaire. On a gâché tout ça. Et ça, je leur en veux, hein. Vraiment, vous savez, je suis ingénieur moi-même. Quand je vois l'évolution de ce que j'ai vécu dans l'histoire de l'énergie, je vous dis depuis le nucléaire qui dérive actuellement en passant par le pétrole et tout, je me dis vraiment, il y a beaucoup de choses à faire et on est en train de gâcher notre avenir. Il faut avoir en tête que les 120 milliards tout à l'heure évoqués du coût de l'éolien sur 20 ans, ça représente l'équivalent de la remise à niveau pour la prolongation d'activité de toutes nos centrales nucléaires. Mais même, Il faut avoir c'était des chiffres, hein, c'est tout à fait frappant. Et si il vous faut prenez le savoir budget du CNRS, mais si vous prenez le budget du CNRS, j'aime pas bien la structure du CNRS, ça fait tout de suite un peu bon. Mais la structure de recherche, c'est quelques milliards par an. Et à ce moment-là, c'est des milliers, des dizaines de milliers de chercheurs et de gens qui se mettent sur des programmes. Donc, on est à une échelle 100. Imaginez ce que ça aurait pu être si on n'avait pas gâché cet argent et si on avait mis des entités de recherche et développement de techniques. Il y aurait eu des brevets, il y aurait eu plein de choses. Là, non, c'est lamentable, vraiment lamentable. Vous dites qu'un contentieux sur 2 est gagné par les associations. Quels sont les éléments qui permettent de gagner un contentieux contre une autorisation de parc éolien? Ah, Covivabilité d'un alors, monument, écoutez, tout est bon. Simplement, ça peut commencer en essayant de d'abord trouver tous les arguments qui sont légalement anormaux dans un dossier. Or, malgré le fait que les promoteurs ont des bons avocats, malgré le fait qu'ils cumulent tout ça, il y a toujours des erreurs techniques dans les dossiers. Donc, il faut savoir que la première raison de contrer un parc éolien, ce sont des raisons techniques. Ça peut être, par exemple, tout bêtement,
un affichage qui est légal, il faut mettre pendant 15 jours telle affiche à tel endroit, ben, le maire ne le fait pas ou met une autre affiche dessus. Il suffit de prendre quelqu'un qui vient de constater, un huissier, plusieurs fois d'ailleurs, un huissier, et à ce moment-là, c'est une pièce légale qui, devant un tribunal, est imparable parce que devait y avoir affichage, la loi un tel, il l'a pas. Donc, vous voyez, c'est refus de permis. Il y a aussi tout un tas de techniques qui sont, comme l'a dit Philippe Toussaint, d'expertise. Il est évident quand on sait que les promoteurs ont tous les droits, c'est-à-dire que c'est eux qui payent les experts, le son, la vie faune, tout ça, il achète la LPO. Donc, oui, mais néanmoins, si vous arrivez à prouver qu'ils n'ont pas respecté certaines lois bien particulières concernant, par exemple, la vie faune ou les choses comme ça, à ce moment-là, vous pouvez faire tomber le projet. Ça peut être par la partie études sonores. Là aussi, les Chauffour, ils sont en train de se battre parce que là aussi, le promoteur, c'est lui qui manipule les sociétés qui font les expertises. Donc, ils ont demandé, et le préfet est d'accord, des tierces expertises, des experts indépendants, ou du moins ceux qui le font, qui publient au moins leurs résultats. Vous voyez, tout ça, il y a tout un tas de possibilités à tous les niveaux. Et sachez que de toute façon, à partir du moment où un permis va être accordé, c'est où l'association qui attaque, et à ce moment-là, vous allez au tribunal, la cour d'appel, ou la société si on lui refuse. Donc, de toute façon, vous allez en confronter. Et l'étape suivante, c'est le Conseil d'État. On vient de gagner en Conseil d'État, là, juste dans ma région, à Cloué. Et c'est quelque chose qui dure depuis 14 ans, c'est-à-dire, c'est passé au tribunal administratif. Il y a encore la possibilité, ça a été en Conseil d'État. Finalement, perdu en Conseil d'État, avec des bons avocats, donc perdu en cours d'appel avec des bons avocats. On a été en Conseil d'État, ils viennent de gagner. Donc tout ça, c'est sur des points de droit, des points de droit. Donc on a des experts. La Fed, les associations, on doit avoir 25 ou 30 avocats qui travaillent pour toutes ces associations. On donne des listes et puis on constate simplement, là on a gagné, là on a gagné. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être une dernière question. Pourquoi les industriels n'achètent-ils pas les terrains? Ça leur coûte. Ça, je peux y répondre. Parce qu'ils ne veulent pas payer le remembrement, le démantèlement. Oui, je vais y répondre parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est que, effectivement, on a constaté que les promoteurs éoliens fonctionnaient en pyramide avec des petites sociétés parcellisées, propriétaires de chaque centrale éolienne, et une holding qui est souvent à l'étranger, par exemple au Luxembourg ou dans des paradis fiscaux. Donc, la technique de la holding, c'est la holding qui remonte les bénéfices, donc des bénéfices provenant des subventions, et c'est la société installée en France qui est structurellement déficitaire. Or, le problème, c'est que si la société était propriétaire de l'éolienne, elle serait toujours propriétaire. En étant locataire, le jour où la société va faire faillite, la petite société titulaire du bail va faire faillite, eh bien, c'est le propriétaire du terrain qui va se retrouver propriétaire de l'éolienne. Ce qui fait que les bénéfices remontent sur la holding et la petite société structurellement déficitaire disparaît. Le résultat, c'est que c'est le propriétaire qui doit démanteler les éoliennes. Le coût est d'environ 500 000 à 600 000 euros, contrairement à la provision qui a été établie. Et bien, le coût aura été de 5-6 000 euros le mégawattheure, donc environ 10 000 euros par an. Comme ça protège la société. Donc, on le voit, c'est vraiment… Alors que si elle achetait le terrain, effectivement, ça lui coûterait beaucoup moins cher, mais sa responsabilité serait beaucoup plus forte. On a un exemple extraordinaire, je vais finir là-dessus, c'est Omlas, la société a massacré des aigles royaux, etc. Donc là, les lois font qu'il a été décidé par l'État qu'il fallait démonter le parc. Et depuis des années, j'ai été auditionné plusieurs fois, j'avais les promoteurs en face, ils annoncent qu'ils ont l'argent pour démonter leurs éoliennes. Et en réalité, la première chose qu'a fait la société, qui est une société sans capital d'une filiale qui s'appelle Valeco, qui est elle une grosse société, mais la société sans capital s'est précipitée au tribunal en disant j'ai pas l'argent pour démanteler. Sans ça, je vais faire faillite. Donc ça va. C'est-à-dire que eux-mêmes ont prouvé, c'est incroyable, devant la loi, qu'ils procédaient justement sans mettre de réserve. Ce qui est hallucinant. Enfin, c'est très bien pour nous, mais pas administrativement, économiquement et moralement, c'est insupportable.
Voilà, je pense qu'on va arrêter les questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup et on n'arrivera pas à répondre à toutes. En tout cas, C'est que moi, vous avez eu du succès. je suis à disposition de tous les membres des VMF qui veulent me poser des questions, qui ont des interrogations sur le sujet, qui veulent faire des conférences dans le région. On va en faire une d'ailleurs à Nantes en septembre, qui est fixée avec les VMF des Pays de Loire. Et voilà, juste pour préciser, pour compléter, pour les questions qui pourraient être posées, je peux y répondre en off au travers de mon email. Vos mails seront présentés en dernière slide à la fin, donc chacun pourra les noter et vous contacter si nécessaire. Moi, je tiens à vous remercier tous par cette organisation magnifique et j'espère que tous les auditeurs ont eu une partie des réponses à ce qu'ils avaient comme question. Eh bien, écoutez, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais peut-être dire un petit mot de conclusion pour remercier d'abord nos deux héros de ce soir qui se battent tous les jours, hein. Je pense que c'est un combat, vous l'avez bien compris. C'est un combat qui nous concerne tous, qui concerne de plus en plus de Français qui se rendent compte de la supercherie. Ce que je voudrais. Alors, c'est drôle parce qu'il y a une dame qui s'appelle Odile, et alors elle me dit, mais dites-donc, il y a un an, M. Macron avait émis quelques réserves sur l'éolien. C'est une promesse de Gascon. Alors, je rigole parce qu'il a fait ça à Pau, chez M. Bayrou, et effectivement, plus Gascon, là, en l'espèce, on ne peut faire mieux. Et nous avons donc toutes nos associations, la Fed comme les VMF, mais toute une dizaine d'associations, avec d'ailleurs l'appui de Stéphane Bern. Nous avons écrit le 18 juin de l'année dernière, j'avais choisi la date du 18 juin pour mettre en garde M. Macron. Donc il y a eu une lettre ouverte qui a été publiée à cette époque-là. C'est à la suite de ça que nous avons été reçus, d'ailleurs, avec Jean-Louis Boutré et à l'Élysée. Et que voit-on depuis? Rien. C'est-à-dire que véritablement, il y a un attentisme électoraliste, il faut bien le dire, qui est évident du côté de l'Élysée, avec une ministre de la transition écologique, Madame Pompili, et qui bat tous les records qui étaient pourtant abondants de ses prédécesseurs. Et donc, c'est une situation avec la loi climat dont on parlait tout à l'heure, qui en rajoute une couche, avec pour toutes les communes, je vous signale, un contrat de transition écologique qui doit être mis en place d'ici le 30 juin. Et donc, nous sommes tous sous pression pour sortir quelque chose à ce moment-là. Et je peux vous dire qu'il faut être extrêmement vigilant. Je l'ai dit, c'est partout. Toutes les communautés de communes doivent, d'ici le mois de juin, donner leur plan de transition énergétique. Alors, face à cette situation, il y a vraiment besoin d'une mobilisation de toutes les associations qui travaillent quand même la main dans la main, et mobilisation politique, parce que vous avez des élections départementales, régionales. Il faut savoir que tous les échelons sont impactés, de la commune au président de la République, littéralement. C'est toute la chaîne, littéralement, des responsables politiques qui est en jeu. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une impasse, parce qu'au fond, il y a deux grands investissements qui sont indispensables. C'est la rénovation du parc nucléaire, parce que c'est lui qui donnera l'électricité décarbonée, et la rénovation du parc de logement, qui est un point, moi, en tant qu'élu, qui est fondamental et qui avait été complètement oublié et qui désormais, petit à petit, se lance sérieusement. La réduction de la consommation énergétique, c'est l'autre volet et qui demande d'énormes investissements. Et enfin, effectivement, de nouvelles énergies. On a plusieurs auditeurs, je l'ai vu, ont demandé quid de l'hydrogène. L'hydrogène, il faut le produire, mais une fois qu'il est produit et qu'on a des piles à hydrogène dans des camions, dans des trains ou dans des avions, évidemment, il permet d'avoir une propulsion sans aucune émission de CO2. C'est ça son intérêt, mais il faut le produire au départ. Voilà. Donc il y a des solutions, il y a des recherches à faire, et en fait, ce qu'il faut, c'est que la loi change aujourd'hui. C'est la loi qui doit changer. Ce n'est pas possible qu'on fasse le droit uniquement par le contentieux.
tout le monde est obligé de se battre en contentieux, c'est complètement anormal. Plus on bloque les choses, plus les contentieux sont violents et plus un jour il y aura des violences tout court. Donc il faut que la loi change, il faut qu'on combatte à tous les niveaux pour cela et que la pression, au fond, qui est sur tous les habitants, eh bien, elle change de camp et elle se dirige vers ces promoteurs qui nous pourrissent littéralement la vie. Voilà, à toutes et à tous, en tout cas, comptez bien sur nos associations pour Merci. continuer ce combat. Et merci encore de votre attention et merci à nos orateurs. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.